D'ailleurs, on peut le dire dans son histoire, et c'était très émouvant de recevoir, parce qu'il vit toujours, on a reçu le professeur Primo, qui est la personne qui a fait la première greffe cardiaque en Belgique. On a un très gros pôle de psychiatrie, presque 200 lits. En fait, on pourrait regarder ça comme un hôpital psychiatrique quelque part, mais ça ferait partie d'un hôpital général. Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast de la ville à 10 minutes. Alors vous le savez, l'idée de ce podcast, c'est d'expliquer un peu toutes les infrastructures qui lient la ville de Bruxelles et qui développent son projet de ville. La ville à 10 minutes, c'est quoi ? C'est un concept développé un peu partout dans le monde maintenant. Certains l'ont appelé la ville du quart d'heure. C'est d'avoir une série d'infrastructures d'équipements collectifs qui sont à côté du domicile. Ça peut être des salles de sport, des salles culturelles, des écoles, des crèches, des espaces verts, du transport en commun. Mais aujourd'hui aussi, on va parler de santé parce que à Bruxelles, la ville de Bruxelles et la région bruxelloise, on a énormément d'équipements liés à la santé. Des grands hôpitaux universitaires, des hôpitaux généraux, des maisons médicales, des médecins généralistes, différents centres de soins. Et cela constitue en région bruxelloise, un des principaux pôles de santé, même d'Europe, quand on compare au nombre d'habitants. La ville de Bruxelles, elle a une longue tradition d'avoir investi dans ces hôpitaux, puisqu'elle gère aujourd'hui 4 hôpitaux, que sont l'hôpital Saint-Pierre, l'hôpital Bruckmann, l'hôpital des enfants et l'hôpital Bordet, et elle s'est d'ailleurs associée avec l'Université libre de Bruxelles pour co-gérer Erasme dans un nouveau grand ensemble hospitalier. Mais aujourd'hui, on reçoit Caroline Franks qui est la directrice générale de Bruckmann. Alors pourquoi on reçoit Caroline aujourd'hui ? Parce que Bruckmann, c'est évidemment un des joyaux de la ville de Bruxelles. C'est d'abord un joyau architectural avant d'être un joyau de santé. On va pouvoir en parler. Il a été imaginé comme un hôpital pavillonnaire, à l'époque construit à la campagne. Il faut se rappeler que quand le conseil communal décide de construire l'hôpital Bruckmann, il y a une pétition des médecins qui disent que c'est vraiment pas très malin d'aller construire un hôpital à la campagne. On voit aujourd'hui que l'urbanisation de l'hôpital Bruckmann, situé donc dans le nord de Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas Laken, est énorme. Aujourd'hui, c'est vraiment un pôle de développement très très grand de la ville. Mais il y a aussi le fait qu'il y a 100 ans, on a imaginé quelque chose d'assez révolutionnaire, justement, de concentrer une série de disciplines, de poursuivre la vocation universitaire de la ville de Bruxelles, puisque l'hôpital Saint-Pierre existait déjà, et il y a eu donc ce site sur Laken. On fête, Caroline, les 100 ans, on a plein d'activités toute l'année, on a un film documentaire que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les différents réseaux, on mettra l'adresse du film documentaire dans les liens du podcast, mais il y a toute une série d'activités pour commémorer ce centenaire, mais aussi pour montrer que c'est un hôpital qui est profondément inscrit dans la modernité et dans l'avenir, mais vous allez pour cela nous en dire un petit mot. Bonjour Philippe, merci de me recevoir d'abord. Mais oui, effectivement, on est à la sortie d'un week-end assez extraordinaire. Là, on vient de fêter les portes ouvertes des 100 ans d'inauguration de l'hôpital Bruckmann sur le site Horta. C'est vrai que c'est un hôpital qui a une histoire toute particulière parce qu'elle a été donc inaugurée en 1923. On est à l'époque des épidémies, donc c'est un site qui est créé avec toute une série de pavillons. Donc le site Horta, c'est 18 hectares, tout autant de petits pavillons qui le jalonnent et qui plus est, en fait, est créé, dessiné, imaginé par un architecte de renom, par Victor Horta. Donc c'est vrai c'est un hôpital qui a cette particularité-là. On est un des derniers hôpitaux pavillonnaires actifs encore en Europe et c'est ce qui fait évidemment tout son caractère unique, spécifique et qui fait que les Bruckmanniens, comme on les appelle, qui travaillent là, sont excessivement fiers de travailler sur ce site et avec en plus la mission de l'hôpital public qui est très très importante à nos yeux. C'est vrai que ça combine à Bruckmann, Primo, qui est la personne qui a fait la première greffe cardiaque en Belgique. Oui, tout à fait. En fait, l'histoire de Bruckmann est jalonnée de développement de la médecine très, très important. Vous en avez parlé ici, 1973, la première transplantation cardiaque en Belgique. Elle se fait au départ du site des urgences à Horta. Quelques années auparavant, il y a la deuxième greffe rénale au monde qui se fait dans les murs de Bruckmann. On a même un petit peu avant encore, en 1958, l'exposition universelle au Ezel, juste à côté du site. Et c'est là que naît en fait le premier service des urgences. Donc on a comme ça une série de points d'innovation assez importantes et qui se perpétuent encore aujourd'hui parce qu'effectivement, à l'image des Bruckmanniens, dans CHU Bruckmann, il y a le U, qui veut dire universitaire, dont les gens sont extrêmement fiers, qui est très très important pour eux. Et donc on continue à contribuer à la recherche clinique pour faire évoluer la médecine.
On a par exemple un projet d'IRM fœtal qui est très très innovant, qui va, je pense, faire partie des outils classiques dans le suivi de grossesse des mamans. Mais il y a toute une série d'autres choses où on essaie de travailler en psychiatrie, en gériatrie pour être à la pointe. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire évoluer ce site, respecter son architecte, le faire évoluer. Le site est classé, donc on ne fait pas ce qu'on veut, mais d'arriver à mettre des techniques de pointe au sein de ces murs-là, et puis de continuer la recherche et l'enseignement pour faire évoluer la médecine. Oui, parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une des principales maternités du pays, avec un service incroyable, le service de Jacques Jany, qui notamment fait de l'intervention fœtale. Aujourd'hui, on arrive à sauver des enfants, des bébés, alors qu'ils ne sont pas encore nés, avec des interventions absolument incroyables. Donc je sais que Jacques Jany voyage dans le monde entier pour expliquer ces techniques, mais on va poursuivre ça. Oui, tout à fait. Donc ces interventions in utero sont vraiment impressionnantes et elles sont vraiment reconnues, mais c'est vraiment un service aussi où on essaye de faire évoluer la médecine de différentes façons. On a un département de grossesse à haut risque, donc il y a d'autres hôpitaux bruxellois ou même en dehors de Bruxelles qui nous réfèrent des cas de grossesse à risque, de difficultés pour les mamans et qui savent être traités au sein de la maternité. Effectivement, Brugman, c'est le top 3 des naissances à Bruxelles. Et d'ailleurs, en 22, on était un des rares hôpitaux à avoir fait une croissance positive en termes de naissances, alors qu'on sait que la natalité est plutôt à la baisse ces dernières années. Alors vous citez le site Horta, c'est parce qu'en fait Brugman est sur 2 sites, voire même 3 en fait. Puisqu'il a un site sur Schaerbeek, c'est aussi l'hôpital Brugman et donc la ville de Bruxelles qui gère l'hôpital de Schaerbeek, Paul Brien. C'est une histoire, en fait, c'est un hôpital qui aurait peut-être dû fermer et on a trouvé à l'époque, les autorités de la ville, intéressantes de continuer à exploiter ce site qui est un hôpital qui fait plein de choses. Et on a aussi le site de l'hôpital militaire où on a un gros service de revalidation. Peut-être nous parler des autres sites au-delà du site Horta ? Alors peut-être commencer par Schaerbeek, donc c'est un hôpital 130 lits, mais c'est un hôpital vraiment de proximité, ancrage urbain plus, dans la commune de Schaerbeek, densité de population très importante, et donc c'est un site qui est aussi aigu. Quand on dit que c'est un site aigu, ça veut dire qu'on a des urgences, on a des soins intensifs, un bloc opératoire, on a même un départ SMUR sur ce site-là. SMUR, c'est donc les services médicaux urgents et de réanimation. Hein. Donc vous connaissez les ambulances, pompiers, pour faire clair. Voilà, exactement. Et donc on collabore avec la caserne des pompiers qui est située d'ailleurs sur le même site. Et c'est un hôpital qui est général, donc qui offre l'accès à tous les services médicaux qu'on le souhaite, en plus de ce caractère aigu. Mais il est vraiment important parce que quand on regarde le nord de Bruxelles, il y a vraiment cette zone très importante urbanistiquement parlant et où il y a une vraie demande de patients. Quand on regarde le nombre de contacts par an, on est près de 30 000 passages aux urgences par an sur un site qui, en termes de lits, si on regarde... 30 000, c'est que pour Briand. Que donc pour attention, Briand. hein. Donc sur le site de Brugman, Horta, c'est beaucoup plus. Hein. On est à peu près on est à 35-40 000. Donc on regarde, mais donc, ça veut dire qu'il y a une attractivité, un besoin d'aller aux urgences sur le site de Briand qui est très important. Et alors, on a le troisième, qui est né de l'hôpital militaire, né de Roverenbeek. Et là, c'est plus particulier. On a 4 unités, on a une centaine de lits, 4 unités de revalidation. Donc, c'est de la revalidation cardiaque, de la revalidation locomoteur, etc. Et donc, ça, c'est vraiment plus des gens qui vont là pour une durée de séjour plus importante. Et on a des collaborations avec l'hôpital militaire. Par exemple, le caisson hyperbar, c'est eux qui l'ont mis en place, qui ont la spécialisation. On peut travailler ensemble. Et on a un petit peu d'activité de consultation aussi sur ce site-là. Mais c'est aussi de nouveau en termes d'implantation géographique, un site très très important, qui plus est avec le projet d'ailleurs du tram qui va arriver jusque-là. Et donc c'est vrai que le quartier s'est vraiment développé avec beaucoup de nouveaux habitants. Et donc c'est vraiment essentiel de pouvoir offrir aussi une offre médicale sur ce site-là. Donc elle était... à l'origine d'un pavillon pavillonnaire et elle a un peu rayonné en dehors de son site lacquenois puisque donc vraiment il y a cette implantation à Schaerbeek et cette implantation aussi à Neder-Overenbeek. C'est important aussi pour décloisonner et offrir cette médecine d'excellence à tous, même si l'ensemble des sites ne fait pas l'ensemble des spécialités, mais c'est important puisqu'il y a des études qui montrent que les gens, la plupart des patients dans un hôpital sont environ dans un rayon de 3,5 km. Donc ça c'est aussi une chance énorme à Bruxelles, c'est que vous avez... où que vous habitiez dans les 19 communes, et même en dehors de Bruxelles, vous avez un hôpital vraiment près de chez vous, et un hôpital de pointe. C'est aussi quelque chose qui a été longtemps discuté, de savoir s'il ne fallait pas tout regrouper à un seul endroit, et d'avoir ce multisite, ce multipôle, est un vrai avantage, on en est convaincu à la ville, mais aussi dans le milieu hospitalier. Oui, tout à fait. Je pense que
on doit se rendre à l'évidence. Le développement de gros plateaux techniques, on ne les fait plus aujourd'hui sur chaque site. C'est des investissements colossaux et puis ça n'a pas de sens, je pense, en termes de santé publique. Par contre, quand on est, par exemple, on a une cure de chimio, quand on a des traitements plus chroniques, on n'a pas à devoir traverser forcément toute la ville pour aller se faire soigner. Donc c'est aussi ça, l'hôpital ancré au sein de la ville, de pouvoir y aller. La dialyse, par exemple, qu'on fait sur chacun des sites et qui ont d'ailleurs été rénovés récemment. Pour vraiment avoir les machines de pointe, on fait de la dialyse à domicile maintenant aussi. Donc, c'est les équipes qui se déplacent, qui mettent les machines chez les patients pour leur éviter de devoir venir à l'hôpital. Ça, c'est aussi un vrai changement dans la médecine et dans l'offre de santé. C'est que maintenant, on va de plus en plus permettre aux patients d'être soignés et traités chez lui, dans son milieu, ses repères. Et Brugman a quelques projets en cours pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'on va essayer de réduire le plus possible la durée à l'hôpital. Personne n'a envie de rester très longtemps à l'hôpital sans non plus mettre en danger les soins, mais essayer que les gens puissent être soignés plus longtemps chez eux ou en tout cas en ambulatoire, qu'ils doivent y rester le moins possible, ce qui est aussi important dans la diffusion des microbes, dans la façon dont on peut être à risque, parce qu'être à l'hôpital, c'est évidemment être soigné, mais ça peut présenter des risques, donc il faut limiter les séjours. Mais il y a une autre spécificité aussi de Brugman, quasi unique en Belgique, c'est tout ce qui concerne la santé mentale. C'est un grand centre de référence sur la psychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, donc sur le site Horta, principalement, on a un très gros pôle de psychiatrie, presque 200 lits. En fait, on pourrait regarder ça comme un hôpital psychiatrique quelque part, mais ça ferait partie d'un hôpital général. C'est un service qui s'est très fort développé et aujourd'hui, on a quasi toute l'offre médicale possible en santé mentale. Donc on a à la fois un hôpital de jour où les patients peuvent être pris en charge en journée, venir le matin, repartir l'après-midi avec des ateliers, avec des thématiques pour vraiment les aider dans la réinsertion sociale et de se ressentir bien au quotidien. On a des unités d'hospitalisation où le patient est lui-même à l'initiative de son hospitalisation. On a des unités fermées aussi, donc ce sont des patients qui sont mis sous observation, notamment les procédures Nixon par exemple. Après ça, on a tout un portefeuille de types de consultations. Tout ce qui est addiction. Brugman est excessivement connu pour tout ce qui est gestion des addictions à Suétude. Il y en a un programme qui s'appelle Alcool et vous, mais aussi en tout ce qui est toxicomanie, la cannabis clinique. Enfin, on a tout un panel assez important de prise en charge et qui est reconnu au-delà de Bruxelles, même dans tout le pays, pour nous adresser des patients et pour pouvoir les aider. Alors ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que l'atmosphère de l'hôpital est évidemment très particulière par rapport aux gens qui connaissent les hôpitaux assez classiques, qui sont des grands buildings qui ont parfois une architecture particulière, mais aucun site n'a le charme, si je peux l'appeler comme ça, de l'hôpital Brugman, puisque au-delà des pavillons, c'est un énorme parc. C'est en fait, comme vous l'avez dit, 18 hectares, c'est ça ? Oui, 18 hectares. 18 hectares de parcs aussi qui sont là avec des espaces verts. Et là, il y a aussi un grand projet avec une de nos stars architectes paysagistes, c'est Basmet, qui est en train de travailler pour le centenaire aussi à une revitalisation de ce parc. Oui, alors donc, il faut savoir que Victor Horta, quand il a construit l'hôpital, il l'a imaginé avec ses pavillons, avec l'architecture magnifique qu'on connaît, mais tout l'environnement autour, les arbres qui ont été plantés, toutes ces structures-là étaient hyper pensées. Donc par exemple, près du bâtiment de chirurgie infantile, il y avait des tilleuls qui ont été plantés parce qu'on sait que les tilleuls au printemps ont des essences qui sont bénéfiques, qui peuvent être thérapeutiquement bons pour les enfants. Donc il y avait tout ce projet d'art total qu'il a imaginé. Et dans le cadre du centenaire, avec nos équipes communication et de l'hôpital, on s'est dit il faut quelque part, qu'on puisse marquer le parc, qu'on puisse l'étoffer pour les 100 prochaines années. Et donc on a fait appel à Basmet, qui est venu imaginer un nouvel arboretum. Et donc il y a 100 arbres qui vont être plantés pour les 100 prochaines années, comme on dit, avec des essences très particulières pour faire face aux défis climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, on a 50 arbres qui ont déjà été plantés maintenant, les prochains le seront au mois d'octobre, et qui viennent vraiment habiller encore l'espace. Et maintenant, ce sont des petits arbres, mais on sait très bien que dans 100 ans, on voit ceux qui sont sur notre site aujourd'hui, et que c'est magnifique. On a plus de 500 arbres classés sur le site, donc oui, c'est assez majestueux. Et c'est ce qui fait le caractère unique du site. Nombre de collègues nous ont dit, mais il y a un côté relaxant, il faut imaginer que le midi, eh bien, on n'est pas dans sa petite cuisine dans l'unité de soins, on peut sortir dans le parc, on a mis plein de tables, on peut s'asseoir et profiter peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de cet environnement qui est juste extraordinaire. Les parcs sont très utilisés. Par exemple, il y a une grosse unité neurologique aussi pour tous les AVC. Donc, vous voyez tous ces accidents cardiovasculaires qui ont lieu. Ils ont aussi développé un parc
avec différents moyens de locomotion, avec des petits accidents, je dirais, sur le parc qui permettent aux gens de retrouver des moyens locomoteurs. Ce parc, c'est très touchant parce qu'il s'appelle le parc Freddy Tillmans, parce qu'il a été soigné là-bas et il voulait leur rendre hommage. Et c'est aussi une façon d'utiliser la nature du site pour aider les patients. Oui, alors ça, on a inauguré, je dirais, il y a un peu moins de 2 ans, et qui permet, en fait, il a un double objectif, ce jardin thérapeutique. Comme vous l'avez dit, les patients qui doivent, après un AVC ou d'autres accidents, se réadapter à des environnements comme des trottoirs, comme des parcs, et de pouvoir le faire en toute sécurité avec les équipes de soignants. Mais aussi, dans ce bâtiment, on a des unités de gériatrie et des unités de revalidation neurologique. Mais quand la famille vient leur rendre visite, eh bien, ils peuvent descendre dans le parc, profiter en toute sécurité d'un moment de calme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nature là aussi dans ce petit parc-là, et doit pouvoir du coup avoir un moment qui est plus qualitatif. Alors attention, c'est évidemment des pavillons Horta, ils ont 100 ans, mais l'hôpital s'est modernisé. Quand même, dans les années 90-2000, on a rénové une série de bâtiments, avec Philippe Samin notamment, qui a refait. Donc il faut quand même dire à nos auditeurs que tout le monde n'est pas soigné dans les pavillons, qu'aujourd'hui, il y a une série de bâtiments qui se sont encastrés en respectant le plus possible le site classé, mais qu'il a fallu passer par une phase de modernisation. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a vraiment un mix entre les bâtiments de l'époque et les bâtiments modernes. La polyclinique est aussi un exemple, une toute nouvelle polyclinique qui a été inaugurée en 2017, qui est un bâtiment flambant neuf. Donc il y a vraiment ce mariage entre ces deux styles, mais avec le vrai respect des lignes imaginées par Horta à l'époque. Il y a des espaces, aujourd'hui, je dirais 85% de l'espace est rénové, et on a un projet à 5, 6, 7 ans pour chaque année faire une série de rénovations. Donc voilà, l'hôpital, ça doit s'entretenir, il y a des techniques qui arrivent, donc on doit pouvoir garder ça. Je pense que là, récemment, les dernières rénovations qu'on a faites, c'est la nouvelle dialyse sur le site Horta qui est vraiment magnifique, et qui permet aux patients d'avoir un accès propre et d'avoir vraiment leur espace. On a tout ce qui est nouvelles consultations ORL, stomato, dentisterie. Et dans les projets en cours, on a le One Day médical et One Day gériatrique, qui est très important parce qu'on sait que les patients vont devenir plus âgés et que pouvoir les prendre en charge en One Day, c'est quelque chose d'important. Donc il y a aussi un très gros pôle d'activité en gériatrie. On a parlé de la psychiatrie, mais la gériatrie est aussi un pôle de référence et d'excellence à Bruckmann. On a presque 200 lits aussi en gériatrie, c'est énorme. Et donc là, on est par exemple occupé de réfléchir à la clinique du bien vieillir, de pouvoir en fait de manière multidisciplinaire réfléchir à toute une série de pathologies qui vont se passer par la suite, on le sait, mais comment est-ce qu'on permet aux gens en fait d'anticiper ça et du coup être en plus dans un processus plus fluide par la suite pour le patient mais aussi pour sa famille. Peut-être quelque chose d'important aussi, on a beaucoup parlé des patients, il y a évidemment tout le personnel de nursing, les personnels infirmiers, il y a tous les cadres administratifs, mais toutes les gens qui font tourner, c'est une fourmilière de plus de 3000 personnes, les Bruckmanniens et Bruckmanniennes, comme vous les avez appelés, comme ils s'appellent d'ailleurs eux-mêmes. Il y a une spécificité aussi que les gens ne connaissent pas, parce que c'est un site qui est donc très étendu, 18 hectares, c'est le réseau de tunnels, qui d'ailleurs existe depuis le début, et donc beaucoup de patients sont transportés via ces tunnels. Et là aussi, il y a une intervention artistique pour égayer un peu ces tunnels qui sont, peut-être nous expliquer d'abord comment ils fonctionnent, et nous dire un peu l'intervention qui a été faite dans le cadre du centenaire. Donc effectivement, ça c'est assez inédit pour un hôpital. On a 5 km de tunnels souterrains, à la fois pour transport patient et logistique, je vais y venir, mais aussi tout ce qui est gain technique. Donc ça avait été imaginé par Horta pour en fait amener tout ce qui est chaufferie et chauffage dans les unités, et puis aussi pour le transport patient et logistique. Donc il faut savoir que chaque jour, on a des centaines de repas qui sont amenés en dessous des unités de soins, montés par des ascenseurs. Pareil pour la distribution de médicaments, mais pour le transport des patients aussi. Donc vous avez un patient qui est transporté en lit, c'est compliqué par le dessus parce qu'on a les trottoirs, on a les revêtements, quand il fait dans notre pays quand même souvent très mauvais. Pas toujours chaud. Mais voilà, ça permet de les transporter aussi dans des meilleures conditions. Mais ça peut aussi être des patients en chaise. Alors, il faut le dire, il y a vraiment des petites voiturettes électriques qui transportent des colibris, ça voilà, qu'on appelle, qui transportent avec un personnel infirmier très qualifié d'ailleurs, qui transporte les patients complètement à l'abri dans ces tunnels qui rejoignent les pavillons. Ouais, donc ça, ce sont les brancardiers du service des urgences ou les brancardiers. C'est une grosse équipe à Bruckmann qui va faire tout ce transport patient. Donc il faut imaginer un petit colibri, c'est une petite voiture électrique sur laquelle il y a un crochet à l'avant, sur lequel on vient fixer le lit ou fixer la chaise et on transporte les patients. Alors, donc vous imaginez bien que c'est un lieu de travail pour beaucoup de Bruckmanniens qui passent en fait quand même une grosse partie de leur temps en dessous du sol pour leur travail.
Et un projet est né avec Delphine Houba, les filles de la culture de la ville de Bruxelles, d'égayer ces tunnels et aussi de les marquer, ou en tout cas les habiller pour les 100 prochaines années. Et on a décidé de le faire avec du urban art, une sorte de street art, mais comme c'est pas dans la rue, on ne peut pas appeler ça comme ça. Et donc on a C'est 6 des rues collectifs. souterraines un peu. Voilà, Quoi. quelque part quand même. Mais donc il y a 6 collectifs d'artistes qui sont venus proposer des fresques à différents endroits dans ces tunnels. Et ça a été inauguré d'ailleurs ici samedi lors des portes ouvertes. Mais c'est vraiment magnifique parce que l'idée de l'habiller était hyper chouette, mais les artistes ont été plus loin. Ils n'ont pas peint que les murs, ils ont peint les plafonds. Et donc quand un patient est transporté dans son lit, il est couché. Et le fait d'avoir peint les plafonds, quand lui est transporté, il peut voir l'art aussi au-dessus de lui quand il est en mouvement vers son unité de soins. Et on sait, comme Delphine Houba défend aussi la prescription muséale comme étant une vraie œuvre de santé mentale, qu'elle a fait d'ailleurs aussi avec l'hôpital Bruckmann. Tout à fait, on a fait en collaboration avec le service de psychiatrie. Et ce projet a connu un succès incroyable au-delà des frontières belges. Je pense l'équipe communication n'a jamais autant de journalistes du monde entier qui sont venus. Mais c'est dans la continuité, en fait. Bruckmann n'est pas là à se lancer dans toute la dimension art et santé. Ça fait plus de 40 ans, en fait, qu'ils le font et qu'ils le font excessivement bien. Et donc, ce projet, évidemment, venait s'inscrire tout naturellement dans cette prise en charge médicale déjà présente aujourd'hui. C'est vraiment une petite ville, Bruckmann, parce qu'elle a son supermarché, elle a sa crèche aussi, avec une crèche très inclusive, qui travaille aussi sur les enfants pour des troubles autistiques. C'est aussi un incroyable projet. Donc aujourd'hui, on a une crèche qui a 2 bâtiments et qui permet d'accueillir 100 enfants. Et sur les 100, il y a 10 places pour des enfants atteints de troubles autistiques. Alors là aussi, il y a une belle collaboration. On travaille avec l'hôpital des enfants, l'UDERF, qui est sur le même campus, le même site. Donc ils sont par exemple pris en charge le matin à l'unité API, et puis on les amène dans la crèche où ils viennent continuer leur journée. C'est vraiment un programme inclusif. Donc toutes les techniques, les outils qu'on a mis en place là bénéficient aussi aux autres enfants qui sont dans cette crèche-là. Et puis évidemment, c'est un super plus pour nos collaborateurs de pouvoir mettre leurs enfants dans cette crèche qui est sur le site et qui a été rénovée récemment avec un magnifique projet qui avait été fait par notre architecte. Je peux témoigner qu'en effet, c'est une très belle crèche. Autre innovation aussi à l'époque où la vision de Horta était absolument dingue, même si elle n'est plus utilisée, c'est la chapelle. Je pense que c'est la seule chapelle que Victor Horta a conçue. Et il a fait quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Imaginez, on était en 1923 au moment de l'inauguration, une chapelle multiconfessionnelle. C'est-à-dire que quelles que soient ses croyances ou pas, parce qu'il y a une partie aussi laïque, il y avait une chapelle, alors juste au-dessus de la morgue, qui a été construite en bout de site et qui est vraiment un bâtiment remarquable qui a été rénové une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Et c'est assez incroyable de pouvoir imaginer qu'il y avait le côté multiconfessionnel. On voit d'ailleurs encore le monte-charge en acier qui servait de monter le défunt à la chapelle et puis de le descendre à la morgue. Alors aujourd'hui, le bâtiment il est rénové et on a pu en fait inaugurer les festivités du centenaire avec nos collègues les Bruckmanniens dans ces bâtiments. Mais c'est magnifique. Puis il y a une vraie symétrie dans la chapelle justement par rapport à toute la rénovation et on est très fiers d'avoir encore ça sur le site. On est occupé de réfléchir à plein de projets pour pouvoir utiliser encore ou mettre ce bâtiment en avant parce qu'il est très peu connu finalement de beaucoup de monde, même des riverains autour en fait qui ne passent devant mais n'imaginent pas ce qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est peut-être ça aussi une des spécificités, et ce podcast sert à cela aussi, c'est qu'en fait les gens connaissent assez peu le site dans son étendue puisqu'on va à un service, on va à la polyclinique qui est toute moderne, mais vous avez réalisé ce week-end des journées portes ouvertes. Est-ce que il y a des questions qui vous ont surprise des visiteurs ou qu'est-ce qui les a eux peut-être surpris quand ils visitent le site? Je pense que la première remarque des gens, c'était « Wow, le site est dingue, c'est impressionnant parce que c'est un parc ». On a un des collègues d'Ecoflore qui dit d'abord c'est un parc et puis c'est un hôpital. Oui, c'est pas faux. Mais parce qu'il y a vraiment cet aspect jardin incroyable. Et puis oui, même les riverains étaient assez positivement surpris de voir le site. Puis je pense que la rénovation, comment on a réussi à maintenir ça, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Et puis ce week-end, on a sorti toutes les voitures du parc. L'évolution a fait que maintenant, quand les allées sont bordées de voitures pendant la semaine, mais là, pour l'occasion, on avait retiré toutes les voitures et c'est incroyable parce que ça ramène encore une autre dimension à ce site et ça nous donne d'ailleurs l'envie de sortir rapidement ces voitures à minima le week-end et puis après. Et oui, en fait,
c'est un terrain de remise en forme aussi pour nos patients. Vous venez avec votre famille qui vient vous voir, mais vous pouvez sortir là, mais aussi pour pouvoir en réadaptation, de pouvoir faire des exercices sur le site. Donc sortir les voitures aurait aussi un intérêt pour les patients et puis pour les collaborateurs qui y travaillent. Il y a une sérénité et un calme en fait dans ce parc. On ne se rend pas compte qu'on est au milieu de la ville en fait quand on est là. Il y a le parc Bruckmann, il y a le parc Baudouin, Sourgette juste à côté, qui fait qu'en fait l'environnement bruckmannien est en fait très très vert. Tout à fait. Ouais. Plus évidemment le plateau du Heysel. Qu'est-ce que vous identifiez comme défi pour demain dans les grands défis de Bruckmann? Je vais peut-être, en termes de défis, les défis écologiques qu'on a aujourd'hui. Alors, Bruckmann avait déjà entamé un projet il y a plus de 10 ans en engageant une architecte, une ingénieure pour pouvoir imaginer tous ces défis-là. Et donc, on a déjà des panneaux photovoltaïques sur tous nos bâtiments. Il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Donc, on n'est pas en retard, loin de là. Mais quand même, on sait la gestion des déchets. C'est un vrai défi surtout dans le milieu un hospitalier. hôpital, on en produit beaucoup. La gestion des eaux. Voilà, donc ça, il y a des projets en cours et qui vont vraiment nous monopoliser pas mal de temps. Là, les voitures, je viens d'en parler, mais pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir ressortir les voitures et de rendre le parc tel qu'il avait été conçu. Alors après, dans les grands défis, bien évidemment, il y a la pénurie des métiers. C'est quelque chose de très, très compliqué. Bruckmann n'est pas le seul hôpital à faire face à ça. C'est le contexte hospitalier belge, voire même international. Donc ça va être vraiment une question aussi. Comment est-ce qu'on va donner envie à nos enfants ou aux générations futures de se lancer dans ces carrières-là qui sont des très très beaux métiers et dont on a besoin. Voilà, ça c'est pour moi un enjeu majeur quand même en termes. Il y a d'ailleurs une école d'infirmières sur le site, oui, ce qui est aussi assez exceptionnel. C'est la Haute École Francisco Ferrer avec laquelle on travaille main dans la main. Donc à la fois pour l'expérience professionnelle qu'on peut apporter à ces étudiants qui viennent faire leur stage chez nous, mais aussi nous de notre côté, comment on peut les aider, par exemple faire des labos de simulation, comme on dit ça, des mises en situation pour comment on traite les patients, comment on prend soin, etc. dans leur cursus. Donc ça c'est une belle collaboration qui existe maintenant et qu'on veut faire perdurer. Je sais que votre directeur technique a un rêve, et vous aussi, c'est de refaire cette entrée majestueuse. Les gens peuvent retrouver dans le documentaire, ou s'ils recherchent un peu, l'entrée de Bruckmann, qui a malheureusement dû être détruite parce que les camions pompiers n'y passaient pas. Il faut savoir qu'en 23, évidemment, c'est pas la même chose que ce qu'on avait comme transport. Et c'est vrai que cette entrée mériterait un peu d'être retravaillée, tout comme la place Van de Geucht, qui va être refaite également. Je pense qu'on est de nouveau dans un hôpital qui continue sa rénovation. Oui, alors effectivement, dans le documentaire de Tristan Bourlard, qui a reconstruit en fait tous les plans en 3D, on voit cette magnifique verrière à l'entrée sur la place Van Geuchten. Ben oui, au début c'était des carrosses et des voitures qui passaient par là, et maintenant ce sont des camions de pompiers, donc on n'a plus les mêmes normes et donc on a dû évoluer aussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, parce qu'apparemment, une partie de la verrière serait encore quelque part dans les caves à vérifier, mais d'essayer de quand même redonner cette image-là, parce que c'était quand même majestueux. Et puis, il y a le deuxième projet de la place Van Geuchten qui va être rénové, essentiellement piétonne, en fait, sur une partie. Donc, il va aussi sortir ses voitures sur cet aspect-là et redonner l'image comme elle était en 1923. Donc oui, c'est un projet auquel on tient, Éric Renière et moi, et l'équipe de direction. C'est important de pouvoir, je trouve... retourner le site tel qu'il était à l'origine. Il y a les anciennes urgences qui sont situées sur le côté, mais ce bâtiment va être rasé parce qu'il n'a plus lieu d'être là, parce que maintenant on a le nouveau service, le service des urgences qui est sur le côté. Donc voilà, il y a tous ces projets-là pour essayer de coller le plus possible à l'image comme c'était prévu à l'origine, mais dans la modernité d'aujourd'hui, bien entendu. Ce qui est impressionnant à Bruckmann, on l'a dit, la première greffe cardiaque, la chirurgie fœtale, ce grand centre à la fois de gériatrie, mais aussi de santé mentale et de psychiatrie, les unités de neurologie, enfin j'en oublie énormément, mais en même temps avec ce côté accessible à tous. Quand on vient à Bruckmann, on voit la population bruxelloise. C'est vraiment tout le monde qui peut se rendre dans cet hôpital. Oui, mais c'est essentiel chez nous. Enfin, ça fait partie de notre ADN. N'importe qui peut franchir les murs de Bruckmann, la polyclinique, les urgences. Ils seront soignés avec une médecine de pointe. Sur le site, je parle de Bruckmann, mais Horta, Brien et Renastrid, bien entendu. Renastrid, c'est le nom donné à l'hôpital militaire, oui, tout à fait. C'est le collège Jean-Jacques Jeannet de Roverenbeek. Oui, exactement. Non, c'est vraiment essentiel. Et je crois que c'est une des raisons aussi, les valeurs qui sont attachées à l'hôpital public. Quand on parle avec les Bruckmanniens, c'est un des éléments essentiels pour lesquels ils travaillent là, ils souhaitent, enfin en tout cas ils restent travailler là, l'engagement sur la recherche, mais aussi pour pouvoir que cette recherche serve pour tout le monde et pas certaines classes de population. Je pense que c'est assez clair, cette mission des hôpitaux publics et universitaires, ce qui est une spécificité très bruxelloise, oui, qui n'existe pas vraiment dans le reste du pays, mais qu'il faut pouvoir continuer à poursuivre avec principalement l'Université de Bruxelles, mais pas très loin aussi l'UZ VUB, avec lequel Bruckmann a aussi des collaborations. Oui, effectivement. Par exemple, pour tout ce qui est neurochirurgie, on travaille avec
L'UZET aussi pour tout ce qui est stroke, tout ce qui est AVC dans une certaine phase. On travaille avec eux, vu la proximité et l'urgence. Une minute, on sait à quel point c'est important dans ces traitements-là. Et dans le U de universitaire, il y a la recherche et l'enseignement. On a énormément de médecins qui sont professeurs à la faculté de médecine de l'ULB et c'est des choses essentielles pour eux. Donc ça, c'est vraiment une mission qu'on souhaite garder à tout prix. Voilà, un des grands défis aussi, on le sait, parce que beaucoup de patients nous écrivent et tout ça, c'est les délais parfois d'attente pour les examens. Et ça, on peut dire aussi qu'on est en train de travailler pour réduire au maximum ces délais et permettre de faire tourner les machines un maximum. Mais c'est aussi le manque de personnel parfois dont on a besoin et ça va être un des grands défis parce qu'on nous le dit souvent, j'ai pris un rendez-vous, ça a mis du temps pour l'avoir et on sait que les gens ont besoin en urgence parfois d'être reçus, ce qui est le cas. En tout cas, si vous avez un gros problème, les urgences sont toujours ouvertes, même si on essaye d'éviter de les engorger. Mais Caroline Franck, merci beaucoup. Voilà, ça termine cet épisode sur Bruckmann. Alors moi, je peux conseiller à tous les gens qui écoutent ce podcast d'aller voir. Est-ce qu'on peut déjà trouver le site en ligne, le film qui il est déjà... Alors, il est sur Ovio. Il est sur les plateformes Ovio, voilà. Donc les gens peuvent le regarder gratuitement. Donc la plateforme de la RTBF que vous connaissez. Et moi, j'invite tout le monde à venir même se promener dans ce parc. C'est pas parce qu'on est pas malade qu'on peut pas venir voir. Il est ouvert. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur un banc, prendre votre sandwich, regarder le site. Le site, c'est vraiment magnifique. Et sur notre site web, il y a aussi un site web qui a été créé pour les 100 ans spécifiquement. Qui s'appelle le site web 100 ans Bruckmann. Mais vous le mettez dans Google, on le trouve. Et qui vont montrer un petit peu tout ce qu'on a fait cette année et ce qu'on va encore faire. On a encore beaucoup de conférences scientifiques qui vont s'organiser après l'été, toujours dans le cadre de ce centenaire. Mais vraiment, je vous encourage, le 52 minutes, puisque c'est ça le format sur l'histoire de ce site hospitalier, pas comme les autres. D'ailleurs, il a un peu un frère ou une sœur jumelle, je ne sais pas comment il faut dire, à Barcelone. Il y a un site qui lui ressemble beaucoup. L'hôpital Sant Pau. L'hôpital Sant Pau, qui était un peu pensé à l'époque, justement, à cette époque des épidémies, avec cette vision pavillonnaire. Et c'est aussi intéressant de savoir que sur l'Art Nouveau, Barcelone s'est très fort positionné. Avec Gaudí, nous avions Horta. C'est peut-être pas par hasard que ces architectes ont été mobilisés, ces architectes de l'Art Nouveau. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on a essayé de transmettre. On espère qu'on vous a donné envie, en tout cas, de découvrir ce site et vous rappeler qu'évidemment, ce site est ouvert à tous et que c'est ça aussi la médecine publique. C'est une médecine où tout le monde a un accès, quelle que soit son origine ou ses niveaux de revenus. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de La Ville à 10 minutes.